Et puis dans Vous êtes formidable, on va vous parler de ça. C'est un condiment à base de fleurs d'ail qui est réalisé donc de A à Z par notre invité aujourd'hui, Thibaut Mathé, aux portes de Niort dans les Deux-Sèvres. Et puis ça rencontre pas mal de succès depuis 10 ans. C'est parti. Et je suis ravie de vous présenter Thibaut Mathé. Bonjour. Bonjour Vanessa. C'est vous qui êtes installé donc dans les Deux-Sèvres aux portes de Niort et vous faites ça à base de fleurs d'ail. C'est une sorte de condiment, un peu comme un pesto. Oui, exactement. Oui, voilà, on va vraiment s'en servir comme assaisonnement pour accompagner un petit peu tous les plats, donc sur des entrées, des salades, sur des viandes, des poissons. Alors c'est à base de fleurs d'ail. Je vais lire les ingrédients. Alors ça y est, je suis à l'âge où il faut que je recule un petit peu le pot. Fleurs d'ail, fleurs d'ail hachées, vous connaissez, mais c'est vraiment joli ce qui a marqué. Fleurs d'ail hachées, huile de tournesol, citron et du sel. Et c'est tout. C'est ça. Alors, fleurs d'ail hachées, donc vous cultivez de l'ail, des fleurs d'ail. C'est ça. Donc je suis producteur d'ail. Ouais. Donc je récolte la fleur à la saison, donc fin mai, début juin. Et donc derrière, elle est transformée fraîche, hachée et puis mise en macération dans des fûts de macération. Avec on va voir des images évidemment de vous en train de travailler sur 2 hectares, c'est ça? C'est ça, oui. Alors vous récoltez, c'est la tige que vous hachez, il y a une fleur aussi? Alors en fait c'est la tige et le bouton de fleur. D'accord. Donc en fait on va récolter cette tige. Il y a un petit travail de préparation parce qu'on ne conserve pas l'ensemble de la tige. Il y a au-dessus du bouton de fleur toute une partie de la tige qu'on va sectionner, qu'on va éliminer. D'accord. Et puis après... Et après, c'est parti. Ça part au hachoir. Ça part au hachoir. Alors là, on a les ingrédients. Il y a un petit secret aussi quand même. Oui, parce qu'il y a des temps de macération à respecter. D'accord, donc tout est dans le temps de macération aussi Exactement. peut-être. Et dans les quantités, les proportions. C'est ça. Et comment vous avez trouvé cette recette? Alors l'idée vient du Canada. Oui. Donc j'avais été voir en 2010 de la famille au Canada et on s'est arrêté chez des amis à Montréal. Des amis maraîchers, donc chez Mylène Dupont, et qui produisait cette ail, et récoltait la fleur, et elle le vendait brut comme ça sur les marchés. D'accord. Donc les gens l'achetaient je pense qu'ils le cuisinaient eux-mêmes, voilà. Et un soir, elle m'a dit, mais j'ai quand même une petite recette que je fais avec la fleur, donc... Cette recette qu'elle m'a confiée avant mon départ. D'accord. Et avec un petit sachet et 40 pieds d'ail pour que je puisse essayer chez moi. Vous avez passé les douanes avec, ça n'a pas posé de problème? Ça n'a pas posé de questions. Et donc vous l'avez testé cette recette? C'est ça. Et là vous vous êtes dit, là je tiens un truc? Disons que ça a rencontré beaucoup de succès. Alors au début, moi j'étais encore à l'école. Vous étiez en formation agricole? J'étais en formation agricole, donc j'étais au lycée agricole de Venours, à côté de Poitiers. Oui. Et donc j'ai démarré la production dans le jardin de mes parents. Donc la première année c'était 1 rang, la deuxième 10 rangs, et puis jusqu'au moment où le jardin n'était plus assez grand. Ouais. Et donc j'ai de la famille, mon oncle qui a une exploitation sur Niort, et donc il m'a prêté un petit bout de terrain pour que je puisse continuer à développer donc ça s'est vraiment fait petit à petit. Ouais, oui. C'est chouette parce que finalement vous avez eu le temps de tester effectivement cette culture, la recette, voir si ça plaisait, puis d'augmenter petit à petit. C'est ça, voilà. Et donc le bouche à oreille a fait son travail. Et en fait, il y a eu un déclic en 2016 où c'est un chef d'un très bon restaurant de Niort qui a découvert le produit et qui a tout de suite voulu l'intégrer sur sa carte. Oui. Et donc, c'est là où je me suis dit, il faut que je m'installe et donc c'était parti. Parce que là, à cette période, vous n'étiez plus en formation, j'étais salarié. Salarié ouvrier agricole. Exactement. Et vous faisiez ça en parallèle. Ouais, exactement, oui.
Et donc, c'est en 2018. Donc, ça, voilà, la fleur d'ail a fait son chemin. Et en 2018, j'ai quitté, j'étais salarié en coopérative. J'ai quitté la coopérative pour me consacrer à 100%, sur ce produit. À ce produit-là. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes tout seul? Je suis tout seul. Vous faites vraiment tout de A à Z. Enfin, à ce moment-là, j'étais encore tout seul sur l'exploitation. Et donc, ce restaurateur qui vous a bien mis le pied à l'étrier. C'est ça. Et après, ça a conquis d'autres marchés, d'autres restaurateurs? Oui, déjà des magasins, des épiceries, des magasins de producteurs avec qui j'ai... En fait, voilà, le bouche à oreille fait que les gens se sont intéressés aux produits, et encore aujourd'hui. Et donc là, on peut trouver le produit dans effectivement des épiceries régionales. Plutôt épicerie fine. Donc, moi, je commercialise la fleur d'ail est commercialisée 100 km, on va dire, autour de Niort. Donc, sur la côte, l'île de Ré, sur la côte vendéenne. Mais également, depuis maintenant 3 ans, je travaille avec Pierrot Teyza, qui distribue le produit dans ses magasins du Pays Basque, Bordeaux et Paris. Et ça rencontre un vrai succès. Donc il y a un vrai développement. Je crois que vous travaillez aussi à un projet avec la grande distribution. Oui, on va essayer de s'ouvrir un petit peu aussi à la grande distribution pour faire connaître le produit, le vendre de plus en plus. Industrie, artisanat, est-ce que vous voulez quand même garder le côté artisanal de la fabrication? Oui, c'est très artisanal même, parce que c'est une toute petite production. Combien vous faites de pots par an? Oui, cette année, on va être autour de 25 000 pots de produits. Et ça augmente chaque année? Oui, chaque année. On a du mal à se rendre compte pour un pot comme ça, combien faut-il de tiges, fleurs, de boutons d'ail? Combien? Environ 17. 17, d'accord. 18 fleurs, oui. 18 fleurs. Suivant la taille des fleurs, mais on s'est amusé à compter à peu près. Et voilà, c'est... Et il y a des... En floral. Il y a des tiges que vous n'utilisez pas, il faut qu'elles soient tendres, il faut... En fait, à la récolte, on va déjà faire un premier tri. Donc, forcément, il y a des tiges qui sont abîmées. Donc, il y a une sélection qui se fait dès la récolte. Et puis après, au moment, quand on arrive au labo, on refait un autre contrôle. Et voilà. La récolte, c'est à quelle période? Je crois que c'est assez court. Ouais, ça dure, on va dire, ça s'étale sur 15 jours, 3 semaines. J'ai un peu, disons que j'ai amélioré un petit peu le process, parce que maintenant je cultive 2 variétés, afin d'étaler un petit peu plus le travail. C'est plutôt en mai, c'est au printemps. C'est ça, fin mai, début juin. D'accord, très bien. Vous restez avec nous, Thibault. Continuez à parler de votre façon de travailler, parce qu'en plus vous êtes diversifié aussi, vous ne faites pas que de la fleur d'ail. On en parle dans quelques instants, mais avant cela, on va vous présenter, comme promis, cette adorable petite chienne Olympe. Je reviens avec vous, Thibault. Votre régime matrimonial? Non, je rigole. On n'est pas là pour parler de ça. Vous êtes toujours tout seul dans votre activité? Alors, vous avez de l'aide? J'ai 2 salariés maintenant. Ouais. Donc, ils ne sont pas encore à plein temps, mais j'espère assez rapidement maintenant. D'accord. Parce qu'en plus, effectivement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, vous ne faites plus que ce petit condiment à la fleur d'ail, vous faites aussi pousser d'autres choses. Oui, alors je me suis diversifié dans... Alors, à savoir qu'en 2018, j'ai connu la perte de ma récolte. Ah oui, à cause du climat? Oui, un manque de connaissance du process, en fait. Et donc, j'ai perdu la totalité de ma récolte. Je me suis retrouvé sans revenu et j'avais arrêté mon activité salariée à côté. Voilà. Oui. Donc là, ça a été difficile, j'imagine? Ça a été assez compliqué cette année-là. Et en fait, c'est une année où j'avais eu un prix à Paris, un coq d'or, par le Guide des gourmands. Toques d'or, effectivement. Oui, les coques d'or, c'est ça. Et donc, ça m'a reboosté un petit peu à retravailler sur le produit. Donc, on a créé la régalade. Et là, j'ai vraiment travaillé sur la recette. Donc, j'ai été accompagné pour comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Donc, par la Chambre d'agriculture? Non, c'était le CRIT agroalimentaire qui m'avait, voilà. Et donc, ils m'ont accompagné pour remettre en route le produit. Puis, 1 an après, ça a connu grand succès à son retour en magasin. Et donc à côté, maintenant, vous faites pousser des pommes de terre aussi? J'ai compris, c'était trop... Ça peut être aléatoire, ça peut être risqué de tout miser sur cette culture. Donc j'ai voulu me diversifier. Donc j'ai développé la production de pommes de terre
donc à travers les magasins de producteurs, la vente directe à la ferme, la restauration aussi. Oui. Ça part beaucoup en frites. Et puis après, à travers les marchés gourmands où on fait régulièrement des marchés, on propose des menus à base de frites, quoi. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui dans votre activité professionnelle, Thibaut? Oh ben, très heureux. Voilà, le monde agricole, c'est un monde assez compliqué. On connaît des périodes en ce moment avec les aléas climatiques, et puis les questions géopolitiques aussi. Où, voilà, c'est compliqué. On a une maîtrise des coûts qui sont très compliqués. Moi, j'ai la chance de maîtriser à 100% ma commercialisation, mes prix. C'est là le secret de votre réussite finalement, en tout cas. C'est ce qui me sauve aujourd'hui, oui. Clairement. Bravo pour vos choix et encore une fois votre recette. Quand même, ça met un petit peu l'eau à la bouche, donc on va goûter. Mais on va attendre d'abord de connaître et de goûter la recette de Constance et on terminera avec votre produit. C'est parti. Et oui, parce que ça sent très bon. Constance, tu as déjà ouvert un petit pot de cette... Je n'ai pas goûté. On n'a pas goûté. Oui. Donc on goûtera à la fin. Mais d'abord, tu vas nous faire de la soupe, pas à l'ail, mais à l'oignon. De la soupe à l'oignon. C'est vrai qu'en préparant cette chronique, c'était la période de la tempête et tout ça. Déguster, pendant que tu prépares le petit plat de soupe à l'oignon, alors Vincent peut nous rejoindre et on va faire des petits toasts quand même avec votre produit. Thibaut, ce serait dommage de ne pas goûter. Je vous en fais une quand même, une petite tartine aussi, hein, parce que on s'en lasse pas, non, quand on en produit. Alors, vous avez ici des petites cuillères. Non, vous n'en laissez pas, vous, de votre produit. Non, alors c'est vrai que je suis peut-être pas le meilleur consommateur, mais c'est vrai. C'est vrai que quand on travaille. Vincent, on a l'ail des ours, on le disait tout à l'heure Ouais, alors l'ail des ours, c'est un ail, c'est vraiment un ail sauvage, mais en goût, vous allez voir, c'est moins amer. On a moins d'amertume que sur le. C'est assez subtil, c'est sympa. Je vais te faire goûter ça. Et ça sur des viandes, vous l'associez sur des viandes, des poissons? Oui, des poissons, des viandes. Alors plutôt en fin de cuisson. Oui. On va faire saisir la viande, sortie du four sur les poissons. Et voilà ce que je disais en début d'émission. Là, on a au Salon de l'Agriculture ce week-end, on a essayé ça avec des rillettes de canard et rillettes de bœuf. Et ça allait très très bien. Et ben voilà, plein d'idées de recettes avec votre produit. Et la soupe à l'oignon, on la goûte aussi. C'est super bon. Hein. C'est très très bon ça, bravo. C'est un petit goût de reviens-y d'ailleurs. Oui, regarde, j'y retourne. Allez, et moi je prends ta soupe à l'oignon. C'est bon. C'est bon.